À Zurich et nous travaillons en 4 langues. La Suisse est un très petit pays mais extrêmement complexe. Nous travaillons principalement cependant en français et en allemand pour promouvoir la liberté et ses applications dans le climat d'opinion. Je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui quelques idées sur la fiscalité et la minimisation de la facture fiscale, un domaine qui fait partie de mes priorités de recherche depuis une dizaine d'années, mais je crains de devoir vous décevoir d'emblée, dans le sens où je ne vais pas vous présenter les dernières astuces pour payer le moins d'impôts possible, mais tout au plus quelques considérations d'ordre philosophique et économique, et peut-être de porter dans le contexte actuel de nombreux propos des auteurs dont nous venons d'entendre parler. Il est bien sûr toujours agréable de payer moins d'impôts, surtout sous le gouvernement actuel. En France, un éditorial du Figaro de ce matin titrait « Impôts, un grand cri de douleur ». Mais en plus du montant fiscal souvent démesuré et insupportable à payer, la fiscalité est aussi le facteur qui détermine dans une large mesure la sphère de l'État, la sphère de la contrainte, et qui diminue donc d'autant la sphère de la liberté et de l'échange. La fiscalité suscite donc, à juste titre, des considérations plus larges que les techniques de minimisation de ces impôts. Il nous semble d'autant plus urgent de nous pencher sur cette problématique que nos gouvernements et nos cartels de gouvernement, en particulier le G20 et l'Union européenne, intensifient leurs efforts contre ce qu'ils appellent l'évasion ou la fraude fiscale, les pratiques fiscales dommageables ou encore la planification fiscale agressive, autant d'excuses pour maximiser la charge fiscale. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, est l'instigateur de cette campagne qui dure depuis une quinzaine d'années déjà, en raison d'une plainte à l'origine des États à forte imposition, notamment l'Allemagne et la France, qui s'offusquaient que d'autres plus petits pays avaient des taux d'imposition moindres. Et cette campagne doit aboutir à ce que l'OCDE appelle la transparence fiscale globale par un échange automatique d'informations. Et le fait est que les grands États surimposés sont aujourd'hui, en 2013, plus déterminés que jamais à traquer les citoyens et les entreprises pour des motifs fiscaux. L'endettement déjà énorme qui a explosé avec les politiques de prétendue relance, qui n'ont bien sûr rien relancé du tout à part la dette, tout comme les promesses non financées et non finançables de l'État social, et en particulier des systèmes de retraite par répartition, font qu'un appétit fiscal déjà insatiable est en passe de devenir pantagruélique. La campagne de l'OCDE a conduit de nombreuses juridictions, dont la Suisse, à revoir leur législation pour désormais accepter d'échanger des informations bancaires à des fins fiscales pour les déposants d'autres pays, ceci sous la menace explicite, il faut bien le préciser, de sanctions économiques et financières. Or, l'évitement fiscal, et je préfère la notion d'évitement à celle un peu trop connotée d'évasion, qui suggère une prison fiscale, même si c'est en grande partie la réalité de la perception des impôts, l'évitement fiscal donc a lieu aujourd'hui dans tous les pays et dans tous les segments de la population. D'abord sous la forme de l'économie souterraine. Les dernières estimations indiquent que l'économie souterraine est de 14,6% du PIB en France, ce qui représente tout de même 280 milliards d'euros. En Italie, l'économie souterraine représente presque le double, soit quelque 26,7% du PIB. En Suisse, elle se montrait à 8% du PIB. S'ajoute à l'économie souterraine traditionnelle l'évitement fiscal sous la forme d'arrangements spécieux, parfois rocambolesques. Une enquête récente en Italie a révélé que 61% des voitures et des bateaux de luxe dans ce pays appartiennent à des gens qui officiellement n'ont pas de revenus ou des revenus très bas. Souvent il s'agit de retraités qui servent de prête-nom aux propriétaires effectifs, soucieux de ne pas attirer l'attention du fisc. Cette enquête a notamment dévoilé qu'une Lamborghini était immatriculée au nom d'une personne au bénéfice d'une rente d'aveugle, ce qui n'était peut-être pas la meilleure stratégie de dissimulation. Ce type d'évitement fiscal peut toutefois s'organiser de manière beaucoup plus subtile,
à l'aide de constructions légales, comme les trusts, les fondations, voire de sociétés anonymes offshore, ou d'autres montages qui ne servent en réalité qu'à éviter l'impôt. Toute l'épargne non déclarée et accumulée à travers les générations dans le monde est évidemment immense. Les personnes ayant souhaité se préserver de l'inflation dans les pays traditionnellement instables, voire d'une imposition discriminatoire et confiscatoire dans le cas des grosses fortunes, voire encore de cacher une partie de leurs biens d'une famille ou d'amis accaparants, toutes ces personnes ont d'excellentes raisons d'avoir dissimulé une partie de leurs avoirs du regard et des documentations du fisc. Il en va d'ailleurs de même, et d'autant plus, des personnes vivant dans des juridictions défaillantes, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, des juridictions qui sont souvent incapables de faire respecter les droits les plus fondamentaux qui vont de soi dans nos sociétés civilisées. La corruption, l'expropriation, la criminalité et la persécution de minorités diverses demeurent aujourd'hui encore des risques endémiques dans la plus grande partie du monde. Le dernier rapport annuel de la liberté dans le monde, publié par Freedom House, estime que seuls 45% de la population mondiale vivent dans des pays qui peuvent être considérés comme libres. Et ces 45% incluent également un pays comme l'Inde, un des pays les plus peuplés du monde, l'Inde dont le degré de liberté économique est l'un des plus faibles dans le monde. Donc cela fait encore abstraction de cette dimension économique, et parce que l'Inde a un système prétendument démocratique, elle fait partie des pays libres, mais cela nous montre aussi que ces 45% de l'humanité qui vit en liberté ne l'est pas autant que ce pourcentage ne le suggère. Dans tous ces cas, la dissimulation d'avoirs du fisc peut permettre d'éviter la perte indue de biens légitimes et même de sauvegarder le droit le plus fondamental de tous, le droit à la vie. Enfin, mentionnons encore l'arbitrage de tous ceux qui émigrent vers des environnements plus cléments, ce que l'on appelle le vote par les pieds. Je crois que l'acteur Gérard Depardieu, tout à fait sincère, lorsqu'il a affirmé que son exil ne relevait pas de la fiscalité, même si 87% d'impôts lui semblaient exagérés, son exil ne relevait pas de la fiscalité au sens étroit d'économiser quelques centaines de milliers d'euros par an, mais de principes bafoués par une fiscalité excessive. Et sa citation parle d'elle-même: « Je pars parce que vous considérez que le succès, la création, le talent, en fait la différence, doivent être sanctionnés. » Mais il faut bien préciser aussi que Gérard Depardieu n'a pas quitté la France, il a quitté le gouvernement français. Et je crois que c'est une distinction importante à faire, parce qu'on assimile aujourd'hui très souvent la nation à l'État, puisque nos nations ont été en quelque sorte étatisées, mais cette distinction doit être faite. Et M. Depardieu n'est bien sûr qu'un exemple parmi les millions de Français persécutés par leur gouvernement, à commencer par les Huguenots du XVIIe siècle, et les Suisses sont bien placés pour en parler. Et je pense que M. Depardieu devrait être admiré pour avoir mis le doigt d'une façon aussi franche sur les conséquences perverses de l'excès d'impôts. L'idée du gouvernement de lier la fiscalité à la nationalité en réaction à ce type d'exil est une fuite en avant qui n'est pas non plus une solution, comme le montrent les milliers de doubles nationaux américains qui ont rendu leur passeport ces dernières années pour échapper à une législation qu'ils perçoivent comme de plus en plus oppressante. Il en va de même des entreprises qui minimisent leurs factures fiscales en recourant à une répartition des bénéfices dans les paradis fiscaux, une autre forme de vote par les pieds. Ces entreprises ont en réalité un aussi grand mérite: elles préservent par ce biais d'importantes ressources de capital qu'elles réinvestiront par la suite dans les facteurs de production, précisément dans les
enfers fiscaux, et l'emploi, les revenus et la prospérité générale en Europe, y compris dans les pays surimposés, seraient nettement moindres si les entrepreneurs, comme M. Depardieu, et les entreprises ne se servaient pas des possibilités offertes par le vote par les pieds, et si les ressources qui échappent aujourd'hui à l'impôt allaient simplement alimenter la dissipation étatique. Voilà donc dans les grandes lignes le contexte actuel de l'évitement fiscal. La logique de la traque contre l'évitement fiscal est connue. Les citoyens failliraient à leurs devoirs civiques, mais payer le moins possible d'impôts peut-il vraiment être considéré comme une transgression de son devoir civique? Les partisans de la répression estiment que oui. Ils partent de l'idée angélique, pour ne pas dire simpliste, que le niveau d'impôt est toujours juste et optimal, que l'État fait un usage toujours efficient des moyens à sa disposition, et fondamentalement que les politiciens sont mieux habilités que les propriétaires légitimes de leurs revenus à les allouer. L'école des choix publics nous a appris pourtant que l'État a sa propre dynamique et que sa structure de dépenses reflète avant tout les intérêts électoraux, budgétaires ou financiers de ses agents, qu'il s'agisse de politiciens ou de fonctionnaires, de lobbies organisés, qui redistribuent en leur faveur ou à leur clientèle le maximum qu'ils peuvent obtenir, sans jamais d'ailleurs assumer personnellement les conséquences de leurs décisions. Le grand philosophe des Lumières qu'a mentionné Damien Tellier, Benjamin Constant, né à Lausanne mais très actif à Paris, qui était d'ailleurs issu d'une famille de Huguenots, donc qui était de l'origine que nous savons, était en quelque sorte, sans le savoir, un précurseur de l'école des choix publics, et je rejoins tout à fait l'appel qui a été que Benjamin Constant mériterait d'être découvert ou redécouvert. Constant avait déjà observé que les États ne sont qu'une forme particulière d'association humaine, toute vision mystique de l'État comme entité intrinsèquement bienveillante ou omnisciente ouvre la porte, selon lui, au pouvoir arbitraire. Et on ne peut pas donc, selon lui, dissocier les intérêts des agents de l'État de cette organisation. L'histoire nous en offre suffisamment d'exemples, et il en va de même aujourd'hui des redistributions abusives et excessives de richesses qui se font aujourd'hui par l'intermédiaire de l'État-providence, qui a un statut quasi religieux dans l'opinion. La redistribution directe des richesses représente aujourd'hui souvent la moitié des dépenses publiques. Or, pour une analyse de ces défis, il faut s'interroger sur les possibilités d'un individu de s'y soustraire par le processus politique habituel. Dans la plupart des grands États, il n'est pas exagéré de dire que nous avons affaire à des castes politiques de type oligarchique. Il n'y a le plus souvent aucune différence notable entre les partis politiques principaux et donc aucune option démocratique réelle. C'est pourquoi le vote par les pieds a une telle importance, parce que le vote par les urnes n'a finalement plus beaucoup de sens. Et même ce qui a été la révolution Thatcher en Grande-Bretagne et la révolution Reagan aux États-Unis durant les années 1980 étaient tout au plus des pas dans la bonne direction, dont la baisse de taux d'imposition marginaux incroyablement élevés, de l'ordre de ce qui est envisagé en France aujourd'hui. Mais les dépenses de l'État n'ont baissé nulle part. En France, les dépenses publiques ont augmenté de 10 points de pourcentage du PIB sur les 30 dernières années, et l'évitement fiscal reste ainsi souvent la seule issue pour un contribuable victime de ce qu'il vit comme une spoliation, pour reprendre les termes qui ont été prononcés tout à l'heure. Et en France, un quart des contribuables payent aujourd'hui 84% de l'impôt sur le revenu, et le premier pourcent paye le quart de l'impôt. Des proportions similaires, plus ou moins aggravées, se retrouvent dans tous les systèmes d'imposition progressive. Alors, une des objections à l'évitement fiscal des personnes les plus prospères prétend que la charge se reporte alors sur les contribuables moins fortunés et moins à même de recourir à des structures ou à des services d'évitement.
Mais la responsabilité n'en incombe-t-elle pas plutôt à l'État? Un citoyen qui protège sa propriété ne cause bien sûr aucun préjudice aux droits des autres. Seul l'État peut faire porter le fardeau fiscal de façon discriminatoire à une catégorie de résidents ou à une autre. Et en aucun cas le contribuable qui se défend tant qu'il le peut contre les violations de ses droits ne peut être critiqué pour une injustice dont il n'est pas à l'origine, en particulier dans le cas de l'imposition progressive. Et il n'est peut-être pas complètement inutile de rappeler pourquoi les droits de propriété doivent être également reconnus vis-à-vis du fisc. Ces raisons peuvent être objectivement trouvées dans la nature humaine. Les droits d'un individu sur sa propre personne et les fruits de son travail sont en effet nécessaires à rien de moins que la vie. Pour subvenir à ses besoins et accroître son bien-être, l'être humain doit avoir la possibilité d'utiliser ses ressources et ses compétences à la production de biens et de services créant de la valeur pour eux-mêmes, mais aussi pour autrui, et les droits de propriété sont donc indispensables à l'échange par la division du travail, et ils reflètent la nécessité d'une activité productive pour vivre. Et une fois de plus, Frédéric Bastiat l'a formulé le plus brillamment, je cite: « Nous tenons de la nature le don qui pour nous les renferme tous, la vie physique, intellectuelle et morale, mais la vie ne se soutient pas d'elle-même. Celle qui nous l'a donnée nous a laissé le soin de l'entretenir, de la développer, de la perfectionner. Pour cela, elle nous a pourvu d'un ensemble de facultés merveilleuses, elle nous a plongés dans un milieu d'éléments divers. C'est par l'application de nos facultés à ces éléments que se réalise le phénomène de l'assimilation, de l'appropriation, par lequel la vie parcourt le cercle qui lui a été assigné. Existence, faculté, assimilation, en d'autres termes, personnalité, liberté, propriété. Voilà l'homme. Les droits de propriété sont fondés parce qu'ils renvoient à l'origine de la valeur des biens et des services produits, à savoir de l'individu, comme l'a prononcé Frédéric Bastiat, et c'est précisément parce que ces droits précèdent toute législation que les hommes ont fait des lois, et non l'inverse. Même les richesses naturelles, les richesses naturelles, parfois abondantes, n'acquièrent de valeur qu'une fois qu'un individu leur a trouvé une utilité. Le processus de création de richesses implique nécessairement qu'il ne peut y avoir de revendication préalable sur quelque chose qui n'existerait pas sans la décision d'un individu d'entreprendre une activité productive et de le créer. Les systèmes d'imposition actuels impliquent au contraire que l'État aurait un droit a priori sur les fruits du travail de quiconque résidant sur son territoire, et une telle conception est clairement erronée. Un État ne peut légitimement s'attribuer un chèque en blanc sur les revenus provenant de l'effort individuel. Une autre objection tenace à l'évitement fiscal se manifeste dans les craintes exprimées à propos du financement des services publics. La baisse des recettes fiscales ou du niveau d'imposition exigé par l'évasion des bons contribuables, ou par l'évitement des bons contribuables, mettrait donc en péril les tâches de l'État. En réalité, l'État est par nature incapable d'évaluer correctement la demande de services publics. Il prend invariablement ses décisions selon des critères arbitraires, car il ne les fonde pas sur un marché, c'est-à-dire sur un échange contractuel, mais sur la contrainte. L'État ne dispose ni de la mesure du profit, ni du signal des prix, et ainsi ni de la capacité de déterminer les mérites supposés de sa production, ni de la possibilité d'établir le rendement de ses soi-disant investissements. L'État ne fait le plus souvent que se substituer aux institutions civiles, à but lucratif ou non, qui pourraient tout aussi bien le remplacer dans les tâches jugées nécessaires et pour lesquelles une demande existe, comme c'est le cas pour d'innombrables biens essentiels, à commencer par l'alimentation et l'habillement, dont se chargent parfaitement les marchés, n'est-ce pas? Milton Friedman plaisantait que si l'on mettait l'État en charge du désert du Sahara, dans les 5 ans il y aurait une pénurie de sable. Eh bien il en irait de même sans doute
En ce qui concerne notre alimentation et notre habillement, il faudrait sans doute que nous cousions nos propres haillons et que nous ayons encore tous une chèvre dans notre jardin pour avoir notre lait et nous devrions encore battre le lait pour avoir du beurre, n'est-ce pas? Et si nous avons aujourd'hui cette facilité et cette abondance dans des domaines où l'État ne joue aucun rôle, c'est bien parce que nous avons une harmonie marchande. Donc c'est un domaine, c'est une réflexion qui s'applique à bien d'autres domaines. L'expérience illustre abondamment d'ailleurs que le coût fiscal dépasse les avantages présumés de l'activité étatique. Les études empiriques qui englobent un grand nombre de pays sur une longue période, et je crois que c'est la seule manière de faire sens sur ces questions, c'est-à-dire de regarder les choses sur une longue période et en englobant un grand nombre de juridictions, parce qu'à court terme, il y a bien sûr un très grand nombre de facteurs qui peuvent influer sur la croissance économique. Donc ces études empiriques, en réalité, montrent que plus le poids de l'État est lourd, plus la prospérité sera moindre. Et vous voyez ici un récapitulatif de tous les États de l'OCDE, c'est-à-dire à peu près 36 États dans cette étude entre 1960 et 2005. Et vous avez sur l'axe vertical le taux de croissance du PIB qui est rappelé au sommet du graphique, et puis vous avez sur l'axe horizontal le poids de l'État, c'est-à-dire les dépenses de l'État en pourcentage du PIB, et vous voyez que plus l'État est lourd, plus ce taux diminue. Et je crois que c'est une illustration, ce n'est pas encore une preuve ni une explication, mais c'est une illustration. Je crois que l'explication, je viens de la donner dans tout ce que l'école des choix publics la donne parfaitement, mais aussi bien d'autres avant l'école des choix publics. La donne parfaitement, c'est une illustration empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience de 36 pays sur une période de 45 ans, qui est puissante. Cela ne signifie pas encore que le niveau zéro de l'État soit nécessairement le plus approprié pour la prospérité. Peut-être que Christian Michel va tout à l'heure nous parler du niveau zéro de l'État. Mais cela nous indique clairement que les niveaux actuels de l'État, de l'activité de l'État, sont clairement surélevés et dommageables pour la prospérité. Il ne peut donc y avoir sur cette base de rationalisation de collecter des impôts à des niveaux somme toute arbitraires, 75% sur certains revenus, etc., pour financer des services publics dont l'efficacité est gravement remise en question. Et en évitant le plus possible l'impôt, les évadés fiscaux, loin de nuire à l'intérêt général, rendent donc un service énorme à l'ensemble de la communauté. Non seulement ils préservent du capital précieux, du gaspillage fiscal, mais ils contribuent à attirer l'attention sur l'inefficacité de l'État. Il faut cependant bien voir qu'avec les limites répressives posées par nos juridictions, l'évitement fiscal n'agit qu'en tant qu'indicateur d'oppression fiscale ou de la pauvre qualité des politiques publiques. L'État, avec son monopole de la force et son monopole de la monnaie, n'est pas réellement mis en danger par les possibilités actuelles d'évasion fiscale. Mais en résumé, on peut dire qu'il y a une dimension à la fois morale, qui me semble la plus importante, de respect des droits individuels, et une dimension utilitaire de ne pas pénaliser la prospérité qui sous-tend la minimisation fiscale. Dans les mots de Benjamin Constant, l'excès des impôts conduit à la subversion de la justice, à la détérioration de la morale, à la destruction de la liberté individuelle. Et ensuite, l'aspect utilitaire, dans les mots de Constant, et le peuple n'est pas misérable seulement parce qu'il paie au-delà de ses moyens, mais il est misérable encore par l'usage que l'on fait de ce qu'il paie. Malheureusement, dans le contexte étatisé de la réalité actuelle, le respect des droits légitimes de propriété sur lequel repose pourtant notre civilisation n'est plus défendu comme il le devrait, et les actions
de répression des gouvernements font qu'il apparaît de plus en plus difficile de trouver des endroits dans le monde où le respect de ces droits s'applique encore à la fiscalité. Les possibilités d'éviter le fisc deviennent donc de plus en plus limitées. Que faire alors? Benjamin Constant estimait que tant que les lois arbitraires des États ne nous forcent pas à des actes inhumains, il pouvait être préférable de s'y soumettre dans la mesure nécessaire pour maintenir la paix sociale, pour maintenir sa propre paix avec les agents de l'État. Mais cela ne doit en tout cas pas nous empêcher de poursuivre le débat. Il me semble important d'agir sur la culture politique à 3 niveaux. Premièrement, il faut défendre la propriété de ses revenus et de sa fortune en tant que telle, en reconnaissant qu'elle est une dimension légitime des droits individuels auxquels le monopole légal d'un État véritablement démocratique doit se soumettre. Ce premier point se rattache à l'idée que l'État est au service du citoyen et non le contraire. Deuxièmement, il faut reconnaître que la concurrence fiscale des paradis fiscaux, loin de représenter une menace, joue tout au plus un rôle préventif ou correctif d'arbitrage face à une imposition excessive. Les paradis fiscaux permettent de mieux protéger les droits individuels, de moins pénaliser l'activité économique à la source de la prospérité et d'encourager un meilleur équilibre aussi entre les prestations publiques et la charge fiscale. Si vous avez une symétrie entre, par exemple au niveau local, au niveau municipal, entre les responsabilités de prélèvement et de dépenses avec un contrôle de proximité, vous aurez sans doute de meilleures chances d'avoir une meilleure adéquation des prestations publiques. Troisièmement, il est important de s'engager généralement pour une sphère limitée de l'État et pour une diminution des impôts. Ce n'est pas qu'une question d'égoïsme personnel, comme je l'ai relevé tout à l'heure, c'est-à-dire d'économiser soi-même quelques euros ou quelques milliers d'euros. Il s'agit d'une question très fondamentale entre la sphère de l'échange et la sphère de la contrainte. Et dans le contexte actuel, et je terminerai là-dessus, minimiser sa facture fiscale doit figurer parmi les premiers devoirs de tout citoyen. Notre liberté ne peut pas faire l'économie de ce civisme bien compris. Merci beaucoup. Une question. Alors, une question. Oui. Je m'appelle dans le civil en climat et sur le net, je m'appelle Ménage fiscal. Il y a beaucoup de représentation angélique. Parce que la situation est beaucoup plus grave que cette petite expliquée. Il n'est pas seulement écrasé par l'impôt avec une légitimité qui devrait partir, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que même si on fait normalement son impôt, même si on ne doit rien, on est avec l'argument fallacieux et la propagande de la fraude fiscale, on est attaqué par les services fiscaux et on doit un surimpôt. Et je ne fais pas tout jadis à vous dire ça, vous pouvez aller voir sur mon blog, c'est une vérité qui touche des milliers de Français, des centaines de milliers de Français, et qui va très au-delà de la simple notion d'un droit moral de s'en aller. Là, c'est une problème de survie. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une attaque frontale, c'est une légitime défense, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas partir. Parce que si vous voulez, dès que vous êtes saisi d'un contrôle fiscal, qui est une zone de non-droit absolu, vous êtes paralysé dans vos actions, vous avez immédiatement des hypothèques, des garanties qui sont tout bien, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus partir, vous êtes coincé. Donc la situation est nettement pire que ce que vous expliquez, et je trouve franchement logique. Merci beaucoup. Non, je pense que c'est un témoignage important, et c'est important d'avoir ce type de témoignage de personnes touchées directement par ce phénomène. Et vous avez entièrement raison. Je crois qu'il faut quand même se donner l'espoir d'une amélioration, et c'est pourquoi j'essaie de ne pas peindre les choses trop en noir, mais je pense qu'il faut agir à plusieurs niveaux, et les personnes il y a bien sûr des organisations comme Contribuables Associés qui agissent à un autre niveau de manière très concrète.
Et ce sont toutes des démarches qu'il faut soutenir. Je vous remercie. Merci.